remercier la BNU. Oui. Bon, moi je voulais le faire, mais en fait tu peux parfaitement le faire. Tu remercies la BNU. Et à la fin. Non, pourquoi tu le fais pas toi? C'est toi quand même. Comment? C'est toi quand même. Tu C'est voulais? toi. Oui, Oui, une femme Doliprane porcelaine. non, non, mais ça va. Vous avez pas de C'est que c'est du Doliprane poison. porcelaine? C'est que c'est du poison. Et toi tu les présentes, hein? Bien sûr. Oui, d'accord, c'est pas moi. D'accord. Ah, ne prends pas mon travail. Hein. On va dire que la frontière, toutes nos interventions, je peux bien Sinon mes honoraires, c'est double. 0 fois 2, ça va toujours 0. 0 multiplié par 2. Ça fait 2 fois 0. Une impolitesse absolument impardonnable, c'est que les 4 intervenants arrivent à l'école régionale d'avocats. Ouais. J'étais en train de discuter avec la directrice, je vais vers eux, je commence à parler, sans présenter une KKV. Heureusement, 2 minutes après, je m'en suis rendu compte, mais j'étais quand même sérieusement embarrassé. C'est des moments d'émotion, tu vois, ou des choses élémentaires que tu oublies, quoi. C'est vrai. Mais c'est l'émotion. Ouais, tu vois, il y a encore des gens qui Tu sais, 5 heures, c'est pas si évident que ça quand même. C'est le mieux. C'est vrai? Ah oui? C'est le mieux. J'ai informé les certains. Parce que si après on met 6 heures, ça mord sur le repas du soir. Ah. Et on a quand même pas. Enfin là, il y en a quelques-uns, même le temps d'aller faire des courses. Quelques collègues retraités qui viennent, des personnes plus âgées. Et puis 20h, 22h, dans les périodes universitaires, ben ça enlève un peu de temps de travail pour les étudiants. Voilà. Donc l'expérience a montré que 17-19h. C'est les étudiants les principales. Ça dépend. À l'origine. Ça dépend. Par exemple, le lundi soir, on avait la justice à Theresienstadt, donc un sujet très dur. Et il y avait une très forte représentation de la communauté juive de tous les âges. Oui, j'imagine. Oui, cette salle. C'est Patrick qui l'a fait? Patrick et Olivier Jean-Jean. Ils ont fait donc on l'a filmé. Ce soir, ce sera filmé. Hein. Il y avait 1/5 de la salle qui était en larmes. Parce qu'on a fait non seulement projection de films de propagande qui est une dizaine de minutes, lecture de poèmes et un violoniste absolument extraordinaire qui a joué des compositeurs juifs exterminés à Auschwitz. Donc c'était vraiment très très poignant. Je l'ai rêvé ou tu reçois Philippe Sands? Oui. Et c'était à 17h aussi? Le 8 novembre, ouais. Philippe Sands. Ah ouais. C'était à 17h aussi? Ah ouais. Comment? C'était à 17h aussi? Oui. Et hier soir, on avait 150 personnes à 17h aussi. Voilà, on va commencer. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue au Festival Justice en Culture. Festival Justice en Culture qui se propose de réfléchir sérieusement au fonctionnement de la justice en invitant tous les Strasbourgeois à débattre et à réfléchir, enfin surtout à réfléchir et à débattre. Nous sommes à l'avant-dernière manifestation. Nous avons eu un mois très chargé avec de grands moments d'émotion. Je rappelle, pour ceux qui étaient présents, je crois, et qui l'ont vécu très fortement, lundi soir, la justice à Theresienstadt, avec une illustration particulièrement poignante. Ce soir, donc, nous avons le plaisir d'accueillir un thème aussi et des invités particulièrement d'actualité, puisqu'il s'agit des contrôles aux faciès. Voilà, je remercie vivement la BNU de nous accueillir encore une fois et je me réjouis de vous voir si nombreux un mercredi soir, veille de jour férié, pendant les vacances universitaires et scolaires. Je passe la parole à Chantal Gutajar qui va vous en dire plus sur le déroulement de cette soirée. Merci infiniment, Quentin. Alors, oui, ça marche. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, le sujet de la table ronde, intitulée « Juger les contrôles d'identité discriminatoires » est évidemment une question d'une très grande actualité puisque lundi, 22 octobre, l'État devait une nouvelle fois répondre de cette accusation devant le tribunal. Alors, c'est le tribunal de grande instance, c'est bien ça, de Paris, qui a été saisi par Ilyas, Mamadou et Zakaria, âgés de 17 et 18 ans au moment des faits.
et ils ont donc attaqué l'État pour ce qu'il est convenu d'appeler un contrôle d'identité au faciès. Au-delà de ce fait divers, le défenseur des droits a publié le 20 janvier 2017 les résultats d'une enquête qui a été réalisée au cours de l'année 2016 sur les relations entre la police et la population dans le cadre des contrôles d'identité. Et cette enquête a permis pour la première fois de disposer de données représentatives à l'échelle nationale sur les expériences vécues par la population en matière de contrôle de police ou de gendarmerie. Et l'enquête a révélé que 82% des personnes interrogées disaient faire confiance à la police et 84% ont déclaré ne jamais avoir été contrôlés dans les 5 dernières années. Les 16% de personnes interrogées contrôlées au cours des 5 dernières années ont rapporté généralement peu de comportements en contradiction avec la déontologie des forces de sécurité. Alors, ce qui a été relevé, c'est le tutoiement, 16%, la brutalité, 8%, les insultes, 7%, ou encore le manque de politesse, 29%. Donc, il apparaît ainsi que si, pour la majorité des enquêtes, les relations entre police et population sont satisfaisantes, certaines personnes caractérisées par leur âge et leur appartenance supposée à certains groupes sociaux rapportent, eux, des expériences pour le moins plus contrastées. Et donc, le rapport, l'enquête, nous révèle que 40% des jeunes de 18 à 24 ans indiquent avoir été contrôlés dans les 5 dernières années. Et parmi cette population, pour la même période, les jeunes hommes perçus comme noirs, arabes, maghrébins sont particulièrement concernés, puisque 80% d'entre eux rapportent avoir été contrôlés au moins une fois par les forces de l'ordre. L'enquête révèle également que la fréquence importante des contrôles auprès d'une catégorie de population alimente de manière tout à fait naturelle alimente chez elles et ceux qui en font l'objet un sentiment de discrimination, un sentiment de défiance envers les institutions policières et judiciaires. Alors, pour analyser le phénomène et envisager quel rôle la justice doit tenir dans la répression des abus, nous avons avec nous 3 spécialistes de la question, tous engagés au sein de la plateforme En finir avec les contrôles au faciès. Cette plateforme, qui réunit juristes, acteurs de terrain, universitaires, est une coalition d'ONG qui s'efforce de promouvoir des réformes en vue de diminuer la pratique des contrôles d'identité au faciès. Alors, j'ai le plaisir de vous présenter Slim Benachour, qui est avocat au barreau de Paris et l'avocate du défenseur des droits, Lana Holo, qui est juriste à Open Society, et Omer Mas-Capitolin, qui est animateur social et président d'une association d'insertion des jeunes dans le 11e arrondissement de Paris. Alors, avant de débuter notre rencontre, nos échanges, nous allons visionner une exposition, une petite vidéo de 4 minutes, je crois, sur l'exposition photographique et documentaire qui s'appelle « L'égalité trahie, l'impact des contrôles au faciès ». Mon premier contrôle, je devais avoir 16-17 ans. Je devais avoir peut-être 10 ans. De 20 à 30 ans, il y en a au moins 10 fois par mois, quoi. Plusieurs fois par semaine. 3 fois dans la même soirée. Ceux qui n'ont jamais été contrôlés, qui ne sont pas fait contrôler, ils ne peuvent pas le vivre. Ils ne savent pas ce que ça génère à l'intérieur de soi, ce que ça génère en termes de sentiments. Vous n'êtes rien, vous n'êtes personne. On était allé pour nager. En bas de chez moi. Juste en face de la bibliothèque. Tout le monde contre le mur. Vous, les mains en l'air comme ça. Toucher les parties intimes. Sourire. Suspendu sur un pied pendant 15 minutes. Il sortit un gros truc froid là, assez glacé. Et en fait, c'était un flingue. Donc je suis comme ça. Je bouge plus. J'ai peur. Tu l'as pas oublié le premier contrôle.
Parce que le premier contrôle, je pense que c'est comme une histoire d'amour, mais en négatif. C'est un truc vraiment, je peux vous en parler comme si c'était hier. Je me rappelle encore du chemin qu'on a pris, pourquoi on allait au centre-ville. Il y a une sorte de vibration qui fait qu'on sait qu'on va être contrôlé. C'est humiliant de se sentir contrôlé comme si on avait fait quelque chose de mal. La seule chose de mal qu'on puisse faire, c'est d'être présent. Et donc c'est physique, c'est une douleur physique, c'est de la souffrance. J'ai vu 3 hommes venir, bon, pour moi ils étaient énormes, avec blouson cuir, vraiment le style Chuck Norris à l'ancienne quoi. Fouille au corps, palpation, fouille de la voiture, vérification des téléphones portables. Quand on se fait contrôler devant les passants, ça renvoie à une image quand même qui est franchement pas agréable. Surtout quand ça se passe dans le quartier où je travaille. On se dit, mais qu'est-ce que pensent les gens? Est-ce qu'ils sont en train de se dire que j'ai vraiment commis un délit, que j'ai vraiment fait quelque chose qui n'était pas, qui était illégal? Et là, c'est violent. Ma première expérience de contrôle a été extraordinaire. Et après, je suis arrivé chez moi et je me suis mis dans mon lit et j'ai pleuré. J'ai pleuré à chaudes larmes. J'étais en faculté de droit quand même. Donc pour moi, il n'y avait plus une adéquation entre ce que j'apprenais et la réalité. Il y a 2 France. Il y a notre France à nous, la France des quartiers, la France des immigrés, des gens d'origine étrangère, et à la France des autres. Nous, quand on marche en ville et qu'on voit des flics, on sent en insécurité. Et il y a des gens, grâce à la présence policière, ils se sentent en sécurité. Un des contrôles au faciès qui m'est resté en tête, c'était à la sortie d'une réunion de la majorité municipale, à tout début de mandature. Quand on a sa carte d'élu, on voit bleu, blanc, rouge, liberté, égalité, fraternité. On se rappelle à ce bon triptyque républicain et puis pouf. Quand arrive ce moment-là, on se dit bon, finalement, est-ce qu'il y aurait 2 formes de citoyens? L'institution police, c'est une des seules institutions qui est en face du jeune à part l'école. Et donc, c'est la confiance qui est détruite et c'est la méfiance qui s'installe. On parle d'une humiliation permanente, quotidienne. On parle d'un rapport tendu avec la police, donc dangereux, parce qu'ils sont armés. C'est quotidien ça, ce danger existe quotidiennement. On vous insulte quotidiennement. Puisque ça s'est passé à Clichy-sous-Bois, ça aurait pu se passer n'importe où. Puis ces 2 jeunes qui sont morts, ça aurait pu être n'importe qui. À l'époque, j'avais 15 ans et je me dis que ça aurait pu être moi. On ne peut pas concevoir de demain se marier et d'avoir une maison et que ton gosse, ton enfant, se fasse contrôler, que subisse les mêmes choses. Ce n'est pas possible. Le principe de la jeunesse, c'est d'être insouciant. Et ben nous, en nous oppressant comme ça avec les contrôles, les émeutes, faire de la politique jeune, on nous a volé notre jeunesse, nous. Et je veux pas qu'il fasse la même chose avec mon fils. Je veux que mon fils, il ait le temps de son insouciance aussi. La police, c'est la France c'est la police, et donc ça casse un lien entre nous et la France. C'est comme si on vous rappelait en permanence qu'à travers votre visage, à travers votre couleur de peau, à travers votre faciès évidemment, on vous rappelle que finalement vous n'êtes pas vraiment d'ici. Bien, alors Slim, Lana, Omer, je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes tous les 3 engagés au sein de la plateforme En finir avec les contrôles aux faciès. Après avoir visionné cette vidéo, la question elle est presque incongrue, mais dans quelles circonstances vous êtes-vous chacune et chacun mobilisés autour de cette question? Alors les micros sont là. Bon, bonsoir à toutes et tous. Moi, ça m'est venu, je dirais de façon un peu systémique, parce que je subissais ces contrôles-là, mais comme beaucoup d'individus, je crois que je les avais un peu normalisés quelque part. Et j'étais également responsable d'une association dans le 11e arrondissement à Paris. Et en fait, on avait souvent les jeunes qui nous racontaient qu'en fait, ils se faisaient contrôler. Et donc les policiers les emmenaient jusqu'à la gare de Lyon, et à la gare de Lyon, les descendaient dans le parking, et donc faisaient des rodéos, et en fait les gars ils se retrouvaient en caleçon, et donc ils étaient obligés de repartir en caleçon pour remonter chez eux.
Et j'ai eu l'expérience aussi en tant qu'élu où effectivement, quand on a des citoyens qui nous envoient des courriers en mairie et donc qui nous nomment, donc on doit réagir. Et j'ai dû à plusieurs reprises, en allant justement échanger avec des jeunes, me faire contrôler moi-même en même temps que les jeunes. Et donc à partir de ce moment-là, je me suis dit qu'il y avait quelque chose qui tournait pas rond. Et donc il fallait se mobiliser, il fallait créer un mouvement. Et donc c'est ce qui m'a mis les pieds à l'étrier. Bonsoir. Ça marche si je... Ouais. Moi, c'était donc au sein de mon travail avec Open Society Justice Initiative. Donc, on est une organisation de droits de l'homme. On n'est pas français, on travaille dans différents pays. Et donc, c'était la question, pourquoi on s'est mobilisé sur cette question-là en France. Et nous, on a commencé, la première chose qu'on a fait en France, c'était un projet de recherche en 2009. Donc, c'était après les émeutes et ce qui s'était passé à Clichy. Et en fait, nous, on s'engage sur une question qu'on estime très grave dans un pays et qu'on estime souvent n'est pas reconnue ou suffisamment reconnue. Et à l'époque, même s'il y avait des rapports depuis des décennies venant des acteurs de quartier ou autres qui avaient subi ces contrôles, il restait une sorte de déni officiel. On niait qu'il y avait un problème de discrimination. Et même après les émeutes, on parlait de beaucoup de discrimination, mais pas de celui-là. Et c'était le facteur déclencheur. Et c'est un facteur déclencheur des émeutes depuis très longtemps en France. Donc, c'est là où nous, on avait décidé d'essayer de faire une étude d'observation quantitative avec le CNRS sur ce problème-là. Bonsoir à tous. Je vous remercie pour la question et je m'aperçois que ça fait 10 ans que je travaille sur ce thème et qu'on ne l'a jamais posé. Donc là, je viens de réfléchir et donc je crois qu'il y a 3 étapes à titre personnel. D'abord, je viens d'un milieu très très divers et j'ai pu, adolescent, expérimenter des expériences très différentes en fonction du groupe de personnes avec qui j'étais. Et notamment, alors avec celui que j'appelle mon frère, j'ai été élevé à partir de 13-14 ans à la maison. J'avais un frère, alors c'est pas un frère biologique, mais j'avais un frère ivoirien. Et ça a changé ma vie parce qu'il y a des parties de l'espace public qui n'étaient plus permises. Le lien par rapport à l'Indie, mon groupe d'amis était composé principalement d'enfants et de petits-enfants qui avaient perdu leurs grands-parents pendant la guerre, dans les camps. Et donc la discrimination a toujours été un fil conducteur dans ma vie. Et ensuite, j'ai fait des études aux États-Unis. Je vais aller très rapidement et dans une fac afro-américaine au moment de Rodney King. Donc, je sais pas pour les plus anciens, c'était un événement majeur aux États-Unis dans la prise de conscience de la nécessaire lutte contre les discriminations. Et puis dernièrement, pour faire très simple, en tant qu'avocat, donc l'expérience, la prise de conscience aux États-Unis et l'opérationnel en tant qu'avocat, après les révoltes de 2005 et la mort de Ziad et Bouna, je me disais qu'en tant qu'avocat, il fallait que je fasse quelque chose, que je donne de mon temps et que je réfléchisse. Et les choses, je crois, sont faites naturellement. Toutes ces expériences et ces désirs ont convergé et nous voilà, notamment aujourd'hui. Merci beaucoup. Alors, je vous propose de commencer par cerner le phénomène des contrôles au faciès. Tout d'abord, quelle définition, Lana, donnez-vous de ce comportement? Donc, ce qu'on appelle ici contrôle au faciès, c'est en effet un type de discrimination. Ce sont des contrôles qui ciblent des personnes en lien avec leur supposée origine, apparence physique, religion, parfois lieu de vie, sans motif objectif et individualisé. Donc, ce sont pas les contrôles quand quelqu'un fait quelque chose qui a l'air suspect et donc qu'il peut avoir une raison objective du contrôle. Ce sont les contrôles qui sont basés sur les stéréotypes et ce qui souvent les policiers commencent à appeler les contrôles de routine, même s'il n'y a aucune base juridique pour cette notion. Quelle est l'ampleur du phénomène? Donc, ça, c'est justement une des grandes difficultés, c'est que
on a des récits des personnes qui disent que depuis l'âge de 12 ans, que depuis l'âge de 13 ans, ils peuvent subir plusieurs contrôles par jour. Et après, on a des approximations où tout d'un coup, une députée va parler de millions de contrôles par année. Mais la réalité est que malgré leur ampleur, il n'y a aucune trace de contrôle. Donc, les contrôles se passent et rien, on dit à la personne partir. Ils ne sont pas systématiquement enregistrés, même côté policier. Donc, on ne sait pas si c'est 1 sur 10, 1 sur 20, 1 sur 50 qui se trouvent dans un main courant parfois. Donc, on n'a en fait aucune idée et c'est là une partie du problème, c'est que c'est une zone grise. Donc, même la hiérarchie policière, le ministère de l'Intérieur, personne ne sait. Et pourtant, dans les débats publics, on peut entendre qu'ils sont efficaces, qu'ils sont utiles, mais la réalité, c'est que c'est une zone grise où c'est une porte ouverte où les policiers font en gros les contrôles qu'ils veulent et il n'y a aucune trace. Donc, à part ça, nous, c'est là où mon organisation a essayé, parce qu'on niait même qu'il y avait de la discrimination. Donc, c'est là où nous, on avait fait avec le CNRS une étude d'observation où il y avait des étudiants, en fait, comme certains d'entre vous, je pense, qui regardaient les contrôles qui se faisaient autour de la gare du Nord, Châtelet, et qui ont regardé plus de 500 contrôles, qui notaient, qui étaient contrôlés ils notaient à la base d'origine, aussi s'ils portaient des sacs, petits, grands. Et à la base de ça, on avait des statistiques au moins sur l'ampleur de la discrimination. Donc là, les résultats de cela, vous l'avez vu dans le film, c'était quelqu'un qui était perçu comme noir, avait 6 fois plus de risques d'être contrôlé. Quelqu'un perçu comme arabe ou nord-africain avait 8 fois plus de risques de se faire contrôler. Et quelqu'un habillé en vêtements jaunes avait 11 fois plus. Mais les vêtements jaunes étaient comparés à 2 catégories. Donc vêtements, on peut dire ordinaires ou professionnels. Et donc, on ne peut pas dire que c'est plus important que l'origine, mais les 2 facteurs peuvent jouer et puis cumuler. Donc ça c'était la seule étude objective, et c'est une étude d'observation avant l'étude du défenseur des droits, que lui, il est basé sur une méthode de sondage, mais ce sont les 6 statistiques que nous avons sur l'ampleur. On n'a aucune statistique objectif. D'ailleurs, on entendrait de Slim sûrement comment dans les procédures, on voit qu'il n'y a aucune information côté police ou l'État. Merci. Alors, Omar Mascapitola, je le répète, vous êtes animateur social, président d'une association d'insertion des jeunes, donc vous êtes particulièrement bien placé pour nous expliquer quels sont les retours que vous avez sur la manière dont se manifestent ces contrôles au faciès. Oui, en fait, on pourrait dire que maintenant, avec le recul, on peut qualifier en fait de catégorie de contrôle, mais en fait, c'est vous baladez dans la rue tranquillement, et là, vous avez effectivement 3 fonctionnaires qui viennent vous voir et qui vous disent contrôle d'identité. Ce qui est assez embêtant dans ce genre de rapport, c'est surtout quand vous êtes accompagné, je dirais, de copains blancs et que vous êtes 3 ou 4, mais on vous contrôle que vous. Et même si vous avez des copains qui demandent la raison du contrôle et qui demandent à être contrôlés, ils ne le sont pas non plus. Après, on peut parler aussi de ce que nous, on appelle les contrôles éviction. Ce qu'on appelle, nous, les contrôles éviction, c'est en fait une dynamique politique qui est effectivement d'envoyer un message à une frange de la population qui n'est pas, elle, caucasienne, et qu'on peut aussi qualifier de cérémonie de dégradation, où là, on essaye de vous faire comprendre, en tout cas, on essaye, vous repartez avec le sentiment que vous n'êtes pas un citoyen à part entière, mais que vous êtes bien un citoyen de seconde zone. C'est d'autant plus violent que moi, je viens des îles, je viens de la Guadeloupe, et que la Guadeloupe a intégré la République bien avant la Bretagne qui est sur le continent. Et donc, on me renvoie à ce questionnement sur mon appartenance à la République, sur mon sentiment, je dirais, de citoyen. Les contrôles se manifestent souvent de cette manière-là. Mais c'est vrai que depuis quelques années, on a les contrôles se sont, je dirais, démultipliés pour des raisons, je dirais, politiques, puisque quand Sarkozy a décidé de mettre en place sa politique du chiffre,
et le système de mérite pour les fonctionnaires. Il a fait aussi rentrer, je dirais, 3 actes de procédure dans le code pénal qui ne nécessitent pas d'enquête. Donc vous avez la lutte contre la drogue, la lutte contre l'immigration et les infractions routières. Malheureusement, nous, on est carton plein. Quand je dis nous, c'est ceux qui, dont s'apparente mon apparence, pour parler comme ça. Et donc, c'est vrai qu'avec ces éléments-là, ça a démultiplié effectivement les contrôles sur les populations que nous représentons. Et c'est aussi une façon, je dirais, de maintenir une forme d'ordre, si on peut appeler ça comme ça, puisqu'il y a eu aussi en même temps ce changement sémantique, puisque avant on appelait les policiers des gardiens de la paix, et aujourd'hui on les appelle des forces de l'ordre. Donc ça a été tout un ensemble, et cet ensemble-là a une particularité, c'est que c'est d'une violence assez insupportable, d'autant plus à partir du moment qu'on commence à conscientiser que ce n'est pas normal. Qu'il n'est pas normal qu'on vous contrôle à cause de votre apparence, puisque là, on est très nombreux, et je ne crois pas qu'il y ait l'un d'entre nous qui a pu choisir ni son sexe, ni son genre, ni son orientation sexuelle, ni son apparence dans un catalogue. Donc ça rend effectivement, ces contrôles sont assez complexes, mais restent tout aussi violents. Merci beaucoup. Alors, ces contrôles discriminatoires sont illégaux, ils sont injustes, mais présentent-ils une quelconque utilité pour assurer la sécurité? Alors, d'abord, je n'avais pas vu le film depuis longtemps et je pense qu'il permet bien de comprendre à ceux qui ne sont pas contrôlés qu'il ne s'agit en réalité pas d'un contrôle d'identité. Hein, ils vous parlent tous de violence, d'humiliation, parce qu'en réalité, je dirais notre expérience, mais également les études sociologiques, montrent que, et pour frapper les esprits, je vais prendre un terme assez simple, le contrôle d'identité, en réalité, c'est un package. Il y a le contrôle d'identité stricto sensu, il y a la palpation, et il y a la fouille. Et ça, c'est le package. Hein, parce qu'on pourrait tout à fait envisager, d'abord, un contrôle d'identité qui serait illégal, mais qui serait, sur la forme, et surtout pour ceux qui ne sont pas contrôlés, plutôt correct. Mais en réalité, ce n'est pratiquement jamais le cas. Ce que je voulais dire, et en complément de ce que disait Lana, certes, il n'y a pas de statistiques en France sur les contrôles d'identité, le nombre de contrôles d'identité réalisés sur une zone géographique, par jour, par semaine, par année. En revanche, dans les débats parlementaires qui ont eu lieu en mars 2016, des chiffres sont sortis. Et alors vous allez apprécier, il s'agit plus d'une évaluation, une estimation que de chiffres, parce que le delta est très important entre le minimum et le maximum. On est entre 10 à 14 millions de contrôles d'identité par an. Si vous rapportez, je ne suis pas très fort en calcul, mais pour moi les proportions sont tellement... la disproportion est tellement évidente que je vous le livre, vous ferez les calculs. 10 à 14 millions de contrôles concernant une population ciblée, qui est jeune et issue des quartiers. Ça réduit considérablement le périmètre des contrôles, sur 67 millions de Français. Deuxièmement, une information, moi, qui m'apparaît extrêmement importante et essentielle à la connaissance du citoyen, c'est que les études confidentielles qui ont été faites et qui sont sorties également à l'occasion des débats parlementaires feraient état d'un taux de découverte d'infractions de 4%. Ça, alors on y a un peu contribué, c'est juste après la condamnation de l'État pour contrôle au faciès en 2015. Il y a deux études qui ont été faites par la Direction générale de la police nationale, dans l'Hérault et dans le Val d'Oise, et qui montrent que, alors je crois que c'est 4% dans l'Hérault et 5% dans le Val d'Oise, les policiers ont trouvé une infraction. Et quand je dis une infraction, l'information, là pour le coup, est plutôt confidentielle, parce qu'on a eu des informations, mais off. Sur les 5% d'infractions, vous avez le contrôle illégal qui génère lui-même son infraction, parce que vous le savez probablement, que certains jeunes qui en ont assez d'être contrôlés
ou parce que quelquefois les policiers peuvent être pas du tout républicains, eh bien les contrôles se terminent par des outrages et rébellions. C'est-à-dire que dans les 4 et 5%, vous avez comptabilisé les outrages et rébellions qui sont liés justement à un contrôle, très souvent au faciès. Donc, ça aurait pu être la conclusion, je vous le dis dès maintenant, c'est quelque chose qui est inutile, qui est inefficace, qui coûte de l'argent, qui est dangereux, et pas simplement pour les jeunes, pour les policiers également. Il y a Ziad Ebouna, mais il y a aussi des policiers. Et ce que je vous dis, je vous le dis avec une forme de certitude qui pourrait faire peur, mais il se trouve que ces statistiques ont permis à de nombreuses polices dans le monde de totalement changer leur façon de faire. C'est-à-dire de ne contrôler les personnes qui ont des comportements suspicieux. Il y aurait des raisons objectives de contrôler. Et le meilleur exemple, ce qui me permet de passer aussi l'une des justifications très fortes en ce moment des contrôles d'identité, c'est le terrorisme. La ville qui a le plus baissé ses contrôles d'identité est la ville de New York. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu une magnifique procédure judiciaire qui a condamné l'État de New York et la police new-yorkaise. Vous avez eu aussi des hommes politiques courageux qui tous ont fait le constat que les contrôles d'identité étaient discriminatoires et qu'ils étaient inefficaces. On pourra en parler, mais je vous donne tout de suite le résultat. Entre 2011, dans la ville de New York, on était pratiquement à 800 000 contrôles. Et en 2017, il n'y avait plus que 12 000 contrôles, soit une chute de 98% des contrôles d'identité, avec bien évidemment une hausse de la découverte d'infractions à l'occasion des contrôles, parce que lorsque les policiers se posent véritablement la question et ne se laissent pas conduire par leur biais ou leur paresse, eh bien ils contrôlent des gens pour des raisons. Et l'une des indications qui a amené les New-Yorkais à changer leur façon de faire, c'est qu'ils se sont posé la question de savoir ce que donnaient les contrôles des Blancs. Comme un contrôle d'identité à New York concernant un Blanc n'était pas une chose naturelle dans les habitudes, eh bien on s'est aperçu que quand on contrôle un Blanc à New York, eh ben, c'est très souvent pour de meilleures raisons. Je pourrais vous parler de Londres et de l'Espagne, mais je ne veux pas mobiliser la parole, mais voilà, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, dans les pays qui se posent la question de l'état de droit et de la démocratie, notamment dans l'exercice de la police au quotidien, il y a déjà des solutions qui ont déjà été décidées, mais surtout qui sont mises en application. Alors peut-être, Lana, vous pouvez compléter sur ce qui se passe ailleurs ? Oui, juste pour ajouter, donc ce que Slim vient de raconter, chaque fois, il y a des endroits qui permettent de mesurer, parce que quand il y a un contrôle, on donne une forme de récépissé qui a l'heure, la date, les motifs du contrôle, la suite, et aussi dans plusieurs pays, l'Angleterre, le Canada, les États-Unis, l'Espagne, certains endroits, les personnes peuvent s'auto-identifier par leur origine, ce qui permet des statistiques qui peuvent mesurer la discrimination qu'il y a, la disproportionnalité de contrôler certaines personnes, ainsi que leur efficacité s'il y a une suite. Donc, à chaque fois qu'on a ça et on mesure, en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que quand les contrôles discriminatoires baissent, il y a souvent plus d'efficacité de contrôle. Donc, souvent, il y a moins de contrôles généralement dans l'absolu, et les contrôles qu'il y a donnent plus de taux de résultat, c'est-à-dire qu'on trouve les infractions le plus souvent. Donc, ce type d'exemple, c'est répété à New York, en Espagne. Après, si ça vous intéresse, on peut en parler plus. Mais l'autre volet que je voulais ajouter, c'est non seulement leur non-efficacité, c'est aussi leur contre-productivité dans la mesure où il y a eu pas mal de recherches il y a tout un domaine de recherche, la justice procédurale, ça s'appelle, qui montre que, en gros, quand la population perçoit que la police agit de manière injuste, c'est même pas objectif. S'il y a une perception d'injustice, ça fait en sorte qu'il y a une diminution de confiance.
Donc, la perception d'une discrimination, ça voudrait dire que les groupes qui se sentent discriminés vont probablement faire moins confiance à la police, ce qui veut dire aussi, pour les polices, ils vont avoir moins de renseignements. Et donc, les personnes vont avoir tendance moins à aller faire appel aux services de police. Et il y a aussi une tendance à, ce qu'on dit, on prend la justice plus dans ses propres mains. Donc, ça peut aller vers plus de violence aussi. Donc, non seulement il n'y a pas d'efficacité, il y a une contre-productivité. Donc, on se demande bien pourquoi est-ce qu'on continue avec ces pratiques qui ont vraiment quand on parle de leur efficacité, c'est jamais soutenu par des informations objectives, en fait. Je voudrais ajouter, parce que c'est la grande peur. Bien évidemment, lutter contre le terrorisme, c'est pas par des contrôles de routine. C'est par le renseignement et c'est pas. Alors après avoir dressé cette analyse phénoménologique, on va dire, on va s'intéresser à la réponse juridique. Et là, la Cour de cassation, le 9 novembre 2016, a rendu une décision, c'est une décision très, très importante, puisqu'elle a fait l'objet d'un communiqué de presse. Au terme de cette décision, donc elle a jugé qu'un contrôle discriminatoire engage la responsabilité de l'État, qu'il y a discrimination si le contrôle d'identité est réalisé sur la seule base de caractéristiques physiques associées à une origine réelle ou supposée, et elle a également précisé le mode de preuve de discrimination. Alors, Maître Slim Ben Achour, vous étiez l'un des avocats des 13 jeunes gens qui étaient à l'origine de la procédure. Pouvez-vous nous parler de cette importante décision, de ce qu'elle a changé, notamment en matière de preuves, parce que je crois que vous n'y êtes pas étranger. Alors, je vais m'efforcer de ne pas être trop technique, mais le début de la réflexion, et certains d'entre vous doivent le savoir, l'ANA y a fait référence, le contrôle d'identité, s'il n'y a pas de suite judiciaire, là on parle du contrôle de routine, ne laisse pas de traces. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un enregistrement par les forces de l'ordre du contrôle d'identité. Ce qui pose un sacré problème, notamment si vous voulez faire valoir vos droits. Parce qu'on le sait avec l'expérience, si vous entendez faire valoir vos droits, notamment devant un juge, quel qu'il soit, le débat va être un débat sur la preuve du droit. Et en l'état, on voit bien que l'État français ne garde pas de preuve du contrôle d'identité. Et on est arrivé à l'équation absolument terrible pour nous, surtout pour ceux que vous avez vus, c'est que une absence de preuve de droit égale pas de droit. Donc la question, elle est sur le plan démocratique, elle est terrible. On ne se la pose pas généralement parce que les 3/4 d'entre nous ne subissent pas les contrôles d'identité. Mais je le répète parce que c'est quelque chose, moi, qui m'a beaucoup troublé. Pas de preuve de droit égale pas de droit. Donc, Axiome, tous les jeunes que vous avez vus, ont raison quand ils nous disent nous, on a peur de la police, et puis on ne sait pas quoi faire, on est humilié, on est violenté. Et donc, on est parti de cette base-là, de ce constat que l'État français, l'État de droit, ne fournissait pas de moyens pour lutter contre le contrôle au faciès. Alors, il y avait plusieurs moyens qui étaient à notre disposition. Vous savez, la première idée qu'on a, notamment quand on entend les personnes que vous avez entendues, c'est bien évidemment d'en vouloir au policier qui vous a contrôlé, qui vous a éventuellement violenté. Et là, le réflexe naturel des juristes, notamment des avocats, ou même des parquets, des procureurs, c'est de déposer plainte pour contrôle au faciès, contrôle discriminatoire. Petite précision, on parle d'une grande banalité, mais qui, sur le plan juridique, constitue une infraction punissable, parce que ce sont des agents des forces de l'ordre, de 5 ans de prison. Donc vous voyez bien le delta entre la banalité de la norme sociale du contrôle et la norme juridique. Et
on s'est dit que déposer une plainte au pénal n'allait absolument rien changer parce qu'on n'avait pas la preuve du contrôle. Et si on voulait creuser un peu ce sillon, il fallait demander à l'un de ces gars que vous avez vus, 1, je veux que tu me rapportes la preuve du contrôle, 2, qu'on essaye d'établir qu'il est illégal, alors on pourra rentrer dans les détails, il y a plusieurs types de contrôle d'identité, et 3, de prouver qu'il est discriminatoire, c'est-à-dire qu'il y a un traitement différencié lié à ton origine. Et ça, c'est impossible. Vous ne pouvez pas monter un dossier comme ça. En plus, alors, si on y a quand même pensé, il aurait fallu filmer des policiers à leur insu, on a même été voir la chambre des huissiers pour savoir si on pouvait monter un projet avec eux, c'était compliqué, ça coûtait cher. Donc on a fermé cette possibilité également pour une deuxième raison, c'est qu'on se disait que en déposant plainte, idéalement si on arrivait par le miracle d'avoir une preuve, on aurait une condamnation d'un policier. Et là, les autorités nous auraient dit bravo, on vous remercie d'avoir contribué à identifier quelqu'un qui n'incarne pas un système et qui n'est responsable que de lui. D'ailleurs, il a été châtié, on est très content. Donc on a envisagé une deuxième stratégie qui était une stratégie, pour faire très simple, qui correspond à vous allez chez Darty, vous achetez un frigidaire, on ne vous le livre pas ou on vous le livre avec quelques préjudices et vous allez demander des dommages d'intérêt. Comme je vous l'explique, ça paraît un peu bébête. Et il se trouve que ça l'est parce que c'est quelque chose qui est assez classique chez les avocats. Demander une réparation, c'est-à-dire des dommages d'intérêt. Mais la chose qui était très intéressante, c'était que, 1, on n'attaquait plus un policier, mais l'État, dont on estime qu'il est responsable de ce système. Et 2, et ça c'est la vraie question juridique, c'est que, contrairement au pénal, on ne cherche pas une peine de prison, et le régime de la preuve au pénal, il faut convaincre le juge avec des vraies preuves. Au civil, les preuves, elles sont beaucoup plus lâches. Surtout quand on fait un dossier en discrimination. Parce que la matière de l'égalité et de la non-discrimination, comme il s'agit de principes très importants, dont les conséquences sont très graves si les manquements sont fréquents, eh bien, pour ceux qui pratiquent par exemple le droit du travail, il y a ce qu'on appelle, dans les dossiers de discrimination, un aménagement de la charge de la preuve. Et là, quelque part, on inversait le mécanisme de la charge de la preuve. Vous voyez bien, on vient en général devant un juge qui n'était pas là au moment des faits, pas plus que les avocats, donc il faut des éléments. Et les éléments, avec Omer, Lana, avec d'autres juristes, on a réfléchi et on s'est dit, on va faire quelque chose de très très simple, qui va surprendre beaucoup de monde, mais on va demander aux gens, quand ils sont contrôlés, de demander des attestations à leurs voisins, copains, amis, contrôlés ou pas. Et c'est comme ça qu'on a monté le dossier, avec un questionnement sur ce qu'est l'état de droit, et quelque part un système de vases communicants, et de se présenter avec le juge en disant « Monsieur le juge, je ne peux pas vous prouver l'impossible. Je ne peux pas vous prouver le contrôle d'identité comme un policier devrait l'établir. Je viens juste avec les attestations de Lana et Omer me concernant, plus tous les éléments dont Lana vous a parlé, les statistiques, plus les engagements, ça tombait bien, du candidat Hollande qui était devenu président et qui avait promis de lutter contre les discriminations raciales, plus les éléments engageant la responsabilité de l'État français à Genève qui reconnaissait d'avoir un problème de contrôle d'identité. Et c'est ce qui nous a permis, pas dans un premier temps, parce qu'on a perdu, en première instance, à Paris, on nous a dit « vous ne rapportez pas la preuve des contrôles d'identité. Vous perdez ». En appel, on a eu la chance d'avoir M. Toubon qui a décidé de venir, non pas nous soutenir, parce que juridiquement il n'est pas rentré dans le dossier, en revanche, sur la problématique de la preuve, du curseur de la preuve, il a dit les 13 gamins ont raison, leur demandez pas de rapporter la preuve du contrôle discriminatoire, un petit peu limite
honte à vous de ne pas contribuer à l'explication de l'activité policière, hein, parce que dans les dossiers, l'État ne se justifiait jamais. On disait, voilà, il y a des réquisitions du procureur, c'est tout, ou dans votre attestation, il y a quelque chose qui est un peu louche, et voilà. Et c'est comme ça qu'on a gagné à la Cour d'appel, et ça a été confirmé à la Cour de cassation. Et la grande avancée de ce contentieux, c'est de se dire que si on veut faire valoir ses droits, eh bien, on peut, grâce à une attestation, faire condamner l'État. Ça n'est pas satisfaisant dans l'absolu, c'est pas comme ça qu'on va changer le monde, le rapport de force. En revanche, on est convaincu que c'est un début. Merci beaucoup. Alors, Omer, l'association que vous dirigez a soutenu la plainte de 18 jeunes hommes, dont plusieurs étaient mineurs, et plainte dirigée contre une unité de police à Paris. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui a motivé les plaignants à agir et comment ça s'est passé? En fait, c'est une histoire qui a duré très longtemps, qui durait depuis pas mal d'années. Ce sont toujours des jeunes mineurs, puisque les policiers, dès qu'ils arrivaient à leur majorité, arrêtaient leur comportement. Et ça passait par des contrôles systématiques, 4-5 fois dans la journée, assez régulièrement, avec des palpations sur l'espace public, c'est-à-dire on vous colle contre un rideau de fer, on vous palpe les parties génitales, c'était vraiment très 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 régulier comme pratique. Et nous, en même temps, en parallèle, puisqu'on travaille aussi sur comment améliorer les rapports entre la police et les jeunes. Donc on a un travail de préparation, d'éducation populaire avec des plus jeunes, pour leur expliquer aussi le droit et leurs devoirs par rapport à tout ça. Et donc c'est dans ce cadre-là qu'un des jeunes, ce jour-là, particulièrement excédé, hein, puisque je pense que si on était dans une boucherie, il aurait pris un couteau et qui serait allé planter n'importe quel bleu, pas forcément le policier, les policiers en l'occurrence qui le maltraitaient, puisqu'on allait, je pense peut-être certains d'entre vous ont connu ce genre de choses. Nous, on connaît ça assez régulièrement. Moi c'était, quand on se fait ramasser dans la rue, vous faites contrôler, on vous emmène au poste, on vous demande de vous déshabiller, donc vous baissez votre pantalon et vous leur offrez une belle vue sur la mer. Hein. Tant que ça s'arrête jusque-là, même si c'est assez dégradant comme principe, mais là on était en face vraiment aussi de fonctionnaires qui allaient au-delà, hein, c'est-à-dire j'enfile mon gant et je vous mets une belle le terme est un peu, je voulais pas être grossier avec vous, mais vous avez un droit, il vous touche carrément l'anus, vous avez carrément un toucher rectal, et donc c'est ce que subissaient ces garçons-là. Et donc là, à partir du moment que ce petit-là, ce jour-là, qui venait de le subir, pas dans un lieu, je dirais, caché, une pièce dans le commissariat où il n'y a pas de vidéo, ou un endroit sur l'espace public identifié où il n'y a pas de caméra de surveillance, là, c'était vraiment en pleine journée. Il était genre vers 4 heures de l'après-midi, et il s'est pris vraiment contre un rideau de fer. On lui a baissé son bas de survêtement, comme vous voyez, les jeunes t'en portent souvent. Et là, il s'est fait toucher les parties génitales. Et donc là, il était vraiment prêt à en démordre. Et donc là, on a senti qu'il y avait un problème quand le jeune est arrivé et qu'il était particulièrement en colère. Et donc, comme nous, on travaille aussi avec les outils de l'approche communautaire, on a pour habitude, quand un membre d'un groupe ou d'un groupe projet a l'air de pas aller, de pouvoir lui dire, écoute, on sent qu'il y a quelque chose, veux-tu en parler avec tout le monde ou veux-tu en parler avec quelqu'un en particulier? Et donc là, il a prêté 2 autres copains qui, en leur disant, toi aussi, tu étais au courant. Et donc c'est comme ça que cette histoire nous est parvenue, en tout cas. Et à partir de ce moment-là, la question a été toute simple. Que faisons-nous déjà pour faire cesser ce genre de choses, et comment répondre aussi aux interrogations de ces jeunes. Et donc c'est de là qu'on a réfléchi et on a fait appel à des avocats, puisque on s'est dit là il n'y a que le droit,
assez naïvement, parce qu'on pensait qu'il suffisait d'aller déposer plainte et que l'affaire soit réglée. Et donc c'est de là qu'on est rentré dans une stratégie et qu'on a voulu, pas parce qu'on croyait pas ce que nous disaient les jeunes, mais on a voulu comprendre l'ampleur de ça sur cet arrondissement en particulier et sur un quartier en particulier. Et donc là, on s'est arrêté à une 60aine de témoignages de gamins et ceux des plus grands aussi, je dirais, ceux qui étaient déjà parents eux-mêmes, qui avaient subi les assauts de cette même brigade. Et donc, à partir de ce moment-là, ça a été très compliqué parce qu'on a découvert aussi que les jeunes n'en avaient jamais parlé à leurs parents. On a découvert aussi que les parents ne pensaient pas et ne comprenaient pas ce type d'interaction. Pour eux, à partir du moment que le gamin était contrôlé, donc il avait fait quelque chose d'illégal. Et donc on a eu aussi tout un ensemble je dirais, de découvertes, autant pour les parents qui découvraient une certaine réalité, et autant pour ces jeunes aussi qui enfin pouvaient s'exprimer sur ce qu'ils vivaient au quotidien, puisque c'était vraiment très quotidiennement que ça se pratiquait. On est dans un rapport aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est en face de jeunes et que les policiers sont dans une interaction d'homme à homme avec nous et que la meilleure façon, en tout cas, ils pensent avoir trouvé, c'est d'être dans l'humiliation. Et l'humiliation, ça passe effectivement par des commentaires sur vos parties génitales, par ces situations, ces comportements qui sont particulièrement dégradants. Et de là, on a lancé tout un processus. Et effectivement, on a pu, dès le démarrage, être, je dirais, dans les normes, dans le sens où, sur le Conseil des avocats, on a pu faire appel à la clinique juridique de Sciences Po Paris, donc parce qu'il nous fallait des gens, puisque moi j'étais éducateur également sur ce quartier-là, et donc il nous fallait prendre des témoignages de ces jeunes de façon la plus sécurisante possible. Et de là, s'est mis en place toute une dynamique sur laquelle je peux revenir un petit peu plus tard, en termes d'organisation, puisque des habitants de ce quartier ont découvert une réalité qu'ils ignoraient, puisqu'ils croisaient ces jeunes, ils ne pouvaient pas s'imaginer de ce qui se passait, et donc je pourrais vous expliquer un petit peu plus tout à l'heure sur où on en est aujourd'hui et l'impact que ça a eu également sur le fait que cette première décision en correctionnel a pu libérer un certain nombre de ces jeunes. Ils ont pu s'inscrire, je dirais, dans une dynamique de résilience. Et aujourd'hui, certains qui avaient vraiment penché du mauvais côté, puisqu'ils n'avaient que cette façon-là d'exprimer cette souffrance-là, que cette façon-là aussi d'exprimer cette violence-là, ont pu maintenant quand même avancer, je dirais, de façon un petit peu plus positive dans leur propre développement. Maître Benachour, vous avez participé à cette procédure. Peut-être nous en dire quelques mots. Alors, un avocat, dans ce cas de figure, doit vraiment s'intéresser aux faits et à la situation de la personne. Et là, il n'était pas question justement de faire une procédure civile. Là, on n'était pas dans l'exemple que je vous ai donné de Darty. J'aurais pu citer Décathlon. Non, là, on est quand même dans des accusations qui sont extrêmement graves. Tellement graves que vous en êtes surpris, d'abord. Vous en êtes surpris. Vous rencontrez les familles. Il s'agit quand même de 18 gamins qui ont, pour le plus jeune, je crois, il devait avoir 13 ans. Ils sont tous mineurs, sauf un ou deux, où ils sont des jeunes majeurs. Et ils n'appartiennent pas à une bande. Et vous vous dites, très raisonnablement, vous posez la question, parce que très souvent, ça vous devez le savoir, ce qu'on nous dit à l'école des avocats, votre premier ennemi, quand vous prenez un dossier, c'est votre client. C'est-à-dire, est-ce qu'il vous dit la vérité? Là, je vais vous dire très franchement que lorsque vous avez des enfants qui n'ont bien évidemment pas de preuves, qui ont le courage, grâce aux éducateurs, de vous parler de ce qu'ils ont vécu, qui n'appartiennent pas à une bande, ce sont des petits groupes de copains qui côtoient des éducateurs et qui vous parlent de la même chose, vous vous dites non, là je ne peux pas faire une procédure civile, je ne viens pas pour des sous, il faut dénoncer. Alors ce que vous a pas dit Omer, et moi qui m'apparaissait encore plus aggravant, c'est que les éducateurs ont
une fois qu'ils ont appris ces faits, ils ont été voir les policiers. Enfin, pas ces policiers-là, mais un service dédié à la prévention, à l'aide aux enfants. Ça n'a pas fonctionné. Lui-même n'était pas très valorisé dans son service. Ils ont été voir aussi les services de la municipalité, qui n'a rien fait. Et donc, l'ultime recours pour Homer et les éducateurs, c'était le droit. Et donc, on a décidé de déposer une plainte pénale pour des raisons aussi de sécurité, et, parce que c'était quand même énorme. On est au centre de Paris, vu les stéréotypes, là on a plus les gamins de quartier, a priori. Donc la plainte pénale, on l'a faite avec des étudiants, avec des gens qui ont pris des récits. On a eu un protocole très sérieux. On a fait une plainte, une grande plainte. Et je vais vous le dire aussi, c'est pas très réjouissant quand on est avocat, mais quand on a ce type de fait, on a un principe, un objectif très simple, moins de principes sur les principes techniques et juridiques, c'est il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse. C'est-à-dire qu'on s'est posé la question d'une éventuelle condamnation des policiers de façon quasiment théorique, parce que tous les gamins n'avaient pratiquement pas de preuve de ce qui leur était arrivé. Une preuve en général, quand vous êtes violenté, sachez-le, il faut vite d'abord déposer plainte si c'est possible, mais contre des policiers c'est très problématique. En tout cas, il faut avoir un certificat médical qui puisse établir les conséquences des violences. Donc on n'avait pas grand-chose. Mais notre objectif était pas terrible en tant qu'avocat, mais extrêmement important d'un point de vue humain et citoyen, c'était que ça cesse. Donc une plainte pour que ça cesse. Deuxième objectif, si ce groupe de policiers peut être démantelé, on sera très content. Et troisièmement, idéalement, s'il y a des sanctions pénales, ça sera la cerise sur le gâteau. Mais vraiment, il faut que les conditions de vie des gamins changent. On a été très surpris. Mais ça, c'est plus grâce au travail de Lana et Homer qu'on y est arrivé. On a assez vite compris que les autorités ne souhaitaient pas que ce dossier débouche sur quelque chose. Mais la pression médiatique était telle qu'ils ont dû examiner le dossier avec un peu de sérieux. Et pour faire très simple, on a eu une condamnation pénale de 3 policiers. Et cette condamnation, l'audience nous a permis de découvrir quelque chose qu'on a trouvé de monstrueux, et qui malheureusement n'a pas eu d'écho, donc on en profite pour le partager avec vous. Il y a eu un article de Mediapart. Vous savez, les policiers sont censés interagir avec les jeunes, donc c'est toujours le contrôle d'identité qui est le point d'interaction, qui au mieux est un bonjour pour les policiers et qui va rendre possible les violences. D'ailleurs, les gamins vous disent très naïvement, il me connaît, il m'appelle Mohamed, donne-moi tes papiers d'identité. C'est-à-dire qu'ils connaissent l'identité. Et donc, je ne sais plus où j'en étais tellement. Ce qui s'est passé et qui... Ah oui, sur la chose qui était monstrueuse, c'est que, c'est que les policiers, normalement, doivent contrôler avec une raison objective. D'accord ? Il y a quelque chose qui ne va pas. Là, à l'audience, visiblement, ils n'avaient pas révisé avec leur avocat, ou leur avocat était idéologiquement construit de la même façon. Les policiers nous expliquaient qu'ils évinçaient ces gamins de l'espace public parce que c'était des indésirables. Indésirables en un mot. Et on a été un peu interloqués et on leur a demandé quelle était leur activité quand ils patrouillent. On dit, notre boulot à nous, c'est nos instructions, en général orales, c'est de virer les gamins de l'espace public, même s'ils ne commettent pas d'infraction. Et il y en a un qui fait une erreur par rapport à sa défense, mais qui, je ne le remercierai jamais assez de l'avoir dit. Il dit, mais vous savez, de toute façon, on en justifie de ce boulot d'éviction. On dit, tiens, il y a des instructions orales, mais il y a des preuves. Oui, on remplit, quelquefois, on justifie de notre travail. On remplit, en rentrant au commissariat, ce qu'on appelle la main courante. Vous savez, la main courante que
vous déposez quelquefois parce que vous voulez pas déposer une plainte, c'est aussi un registre administratif du travail policier. Et là, le policier en question dit très souvent, on coche la bonne case sur le registre de main courante et on coche la case indésirable. On dit mais attendez, on comprend, il y a des cases vol, violence, mais il n'y a pas de case indésirable. Le procureur regarde ses pieds, le juge interloqué, et on a un débat assez tard le soir sur est-ce que vous êtes sérieux? Il existe dans un registre policier national une case indésirable. On fouille le dossier, on ne l'avait pas vu, probablement trop républicain, et effectivement, il y a une case indésirable. C'est-à-dire que vous avez une grande partie des interventions de certaines brigades en France, en toute banalité, contrôlent les indésirables. Heureusement, dans l'assistance, il y avait un journaliste féru de sociologie qui nous a orientés vers le seul article de sociologie qui existait sur le thème. L'article est fabuleux, il s'appelle « Les indésirables ». Emmanuel Blanchard, les indésirables, ça a été une catégorie d'action publique qui a concerné d'abord les femmes qui refusaient, enfin qui se prostituaient, mais qui refusaient à la fin du XIXe siècle de travailler en maison close, qui étaient abusées par les policiers, les nomades, les mendiants, les juifs d'Europe de l'Est, les Français musulmans pendant la colonisation. Et nous pensons aujourd'hui, il y a tout un travail sociologique qui a démarré, enfin qui a redémarré après l'audience. Monsieur Blanchard est très très heureux parce que effectivement, et on l'a vu grâce à des rapports, il y a la notion d'indésirable dans les fiches administratives informatiques, et vous avez dans des rapports maintenant faits par des sociologues, des interviews, ce type de policiers qui se considèrent comme les personnes qui vident les ordures, des éboueurs. Voilà, des éboueurs de la société. C'est-à-dire qu'il y a des interviews dans lesquelles voilà, ils estiment que leur boulot est de débarrasser la société de ces poubelles. Voilà, je voulais vous dire ça parce que c'est quelque chose sur lequel on va beaucoup travailler, parce que de plus en plus, on voit qu'il y a, comme on dit dans le monde anglo-saxon, un pattern, une pratique, des politiques structurelles discriminatoire. Si je peux juste ajouter un détail qui s'est passé lors de l'audience, c'était le moment où le policier, je pense que c'était toi ou un autre, qui a demandé mais qu'est-ce que c'est une indésirable? Est-ce que c'est juste c'est qui? En gros, c'est les jeunes arabes et noirs, mais pas seulement. Par exemple, un sans-abri peut aussi être indésirable. Il a dit ça en gros pour le justifier. C'est pas seulement eux, c'est aussi les sans-abri. Donc ça, c'était la réponse donnée dans l'audience. Alors, il faut dire aussi qu'il y a une pression extrêmement forte, alors là, je le dis avec ma casquette d'adjointe au maire, sur les policiers, de la part d'habitants qui demandent à ce que à ce que ces indésirables, pour le coup maintenant on leur donne un nom, c'est assez terrible, eh bien voilà, pour qu'ils agissent de la sorte. Donc on est là vraiment face à un problème social, et il va bien falloir qu'on se mette tous à regarder les choses. Alors, cette question s'est posée justement dans le dossier, puisque les autorités, à l'occasion de ce dossier, ont vraiment travaillé. L'IGPN a été interrogé, les gens dans le quartier. Il apparaît qu'il y a une vingtaine de courriers qui sont arrivés. Donc, pour une telle politique, ça fait quand même très très peu. Maintenant, vous avez raison, je pose la question de l'urbanisation. Mais moi, je me souviens, quand j'étais jeune, en sortant du basket, je pouvais rester 2 heures devant la piscine. J'étais pas embêté. En revanche, je sais que j'aurais été d'une autre couleur ou perçu différemment, parce que vraiment le policier faisait une grande différence. Pour eux, c'est très clairement les jeunes arabes et noirs, et quelquefois les sans-abri. Et les gamins, nos clients nous disaient, bien évidemment, nos copains avec qui on est en classe et qui glandent de la même façon, eux n'ont pas ce type d'interaction.
Je veux bien sur cette question et sur le rapport, puisque moi-même étant, j'ai été élu également, donc et c'est vrai qu'il y a une espèce de facilité de la part de certains élus, en particulier les maires, c'est que quand ils ont quelques courriers comme ça qui remontent, et on parle de quoi? On parle de 3 gamins passionnés de foot qui sont en bas de leur immeuble et qui parlent très fort et qui se rendent pas compte qu'ils peuvent déranger les voisins. Et en même temps, parce on veut nier aussi le fait que ces jeunes-là puissent avoir ce sentiment d'insécurité, puisqu'on les conçoit et on les voit comme uniquement étant acteurs de la sécurité des autres. Mais si les momies restent en bas de leur immeuble, c'est parce qu'ils veulent être sous le regard des parents. C'est parce qu'ils veulent se sentir en sécurité. Et les réponses municipales ne sont pas du tout satisfaisantes pour plusieurs raisons. Et entre autres, une, c'est qu'on a cette facilité. Donc le maire, qu'est-ce qu'il fait? Hop, on organise un conseil de quartier, on mobilise le conseil des citoyens, on fait venir le commissaire et on le jette dans l'arène. Je dis bien, on le jette dans l'arène. Puisqu'il est en face d'habitants qui appellent et qui n'ont jamais de réponse. Et ces habitants-là, en fait, du moins ces commissaires, ils n'ont pas d'autre solution que de faire plus de rondes, plus de contrôles. Sauf que ça ne fait que déplacer le problème un petit peu plus loin. Et c'est pas parce que nos gaillards, quand ils ont 13-14 ans, qu'ils mesurent maintenant 1m80 et qu'on a tendance à les voir comme des adultes, mais ce sont quand même des jeunes pour lesquels il faut encore éduquer. Et ce travail d'éducation qui est de leur expliquer tout simplement. Moi, j'ai eu à intervenir à plusieurs reprises, parce qu'on avait un habitant plutôt récalcitrant sur ces questions-là, qui venait systématiquement au compte rendu de mandat pour se plaindre du fait qu'il y avait des jeunes en bas de chez lui. Moi, quand je me pointais et que je l'en informais que j'allais venir et que j'allais avoir un échange avec les gamins en bas pour leur dire, sauf quand même, il faut situer le contexte, on est sous le 11e, 12e, 20e arrondissement de Paris, vous avez un taux d'occupation qui est égal à Jakarta. Donc, on a une densité qui est extrêmement importante et donc ces commissaires, ces contrôles qui ne font que déplacer le problème plus loin, on n'a jamais une intervention directement sur ces individus pour pouvoir comprendre leur présence. Et excusez-moi, hein, mais en même temps, moi je revendique aussi pour nos gamins le droit de ne rien faire. Et je m'entends, je vais être précis. On ne peut pas leur demander systématiquement soit d'être en cours, soit d'être dans une activité XY, culturelle, sportive ou je ne sais quoi, soit d'être enfermés dans leur appartement, tout en sachant que la qualité de nos logements ne nous permet pas de pouvoir mettre un peu de son et à n'importe quelle heure de la journée, vous dérangez les voisins. Et on fait où, société? On fait société dans l'espace public. Moi, j'ai grandi dans les îles. C'est vrai que c'est quand même un petit peu plus évident que d'aller se traîner sur une plage ou d'aller en forêt ou en grand, parce qu'on n'a pas ce genre de soucis. Mais quand vous êtes dans un arrondissement comme ceux que j'ai cités, c'est juste pas possible, quoi. Et donc, la tolérance est ce qui permettrait aussi de faire un travail de prévention qui soit efficace. Puisque quand on est gamin, on peut être limite borderline, mais ça ne veut pas dire que notre avenir est foutu et qu'à un moment donné, on peut entrer en interaction. Et c'est vrai que Lana citait l'exemple anglais et ces fameux récépissés, parce qu'on parle de quoi quand on parle en dehors des éléments statistiques que ça peut apporter? On parle de dignité d'être humain. Moi, je parle de ma dignité, parce que moi, je ne peux pas comprendre que j'ai pas ramassé la crotte de mon chien sur l'espace public, sur le trottoir, je repars avec une trace écrite. J'ai une amende. Je gare mal ma bagnole, j'ai une amende. Mais en tant que citoyen, je peux passer 2 heures, 4 heures, 6 heures dans un commissariat, et à la fin, au bout de 6 heures, on me dit « tu dégages ». Quel élément? Si à ce moment-là, mon patron, je peux comprendre un contrôle d'identité qui nécessite une vérification au commissariat, moi je le comprends totalement. Sauf que je ne peux pas accepter qu'on m'emmène dans un commissariat et qu'on me traite comme une merde. Parce que c'est là la question en fait. Puisque si on me prend à l'heure du déjeuner, que mon patron attend que je revienne après ma pause d'1 heure de déjeuner et que je ne me pointe pas, au bout de 2 heures, 3 heures, 4 heures, et quand je reviens, je me présente 4 heures après, et je lui dis, oui, ben écoutez, j'ai eu un contrôle d'identité, je me suis retrouvé au poste. Ah, vous avez une trace? Vous n'avez rien. Et on a des gens qui perdent leur boulot pour ces raisons-là. On a des gens qui sont virés de leur boulot pour ces raisons-là. Et c'est une triste réalité dans notre pays aujourd'hui, puisque on a des citoyens qui peuvent passer du temps dans un commissariat, et on leur dit, dégage au bout. Vous n'avez rien, aucune trace, aucune preuve, rien, strictement rien. Pardonnez-moi, je voudrais aussi, parce que vous Oui. posez vraiment une bonne question.
on est sorti un peu de notre fonction. On voulait savoir, on a entendu les gamins, mais on a voulu entendre aussi ce que pensaient. Je ne sais pas si vous avez la même chose à Strasbourg. Nous, on a des médiateurs. Vous avez des gens à Paris qui ont des parkas Bordeaux, qui sont de façon institutionnalisée les grands frères. Ce sont des gens des quartiers qui ont été embauchés, et on les a interrogés. Et c'était fascinant de voir la différence d'approche. Et notamment, parce que vous avez raison, alors nous, la conclusion qu'on en a tirée, c'est qu'on n'avait pas des gamins turbulents, c'était pas des délinquants. Il y en avait certains qui avaient fait des bêtises, mais globalement, c'était pas des délinquants. Et on a discuté avec donc les médiateurs, ils nous disaient, mais quand effectivement la musique est un peu forte à la sortie de la piscine, qu'on considère que ça pourrait déranger notamment les gens qui habitent au premier étage. Nous, les médiateurs, on s'approche, on dit bonjour. Écoutez, ça serait peut-être bien que vous baissiez le volume. Et on a rencontré des gens qui bossaient depuis 5 ans, qui nous disaient, nous, dans le quartier, on n'a pas de problème. Quand les gamins font des bêtises, on va les voir et on leur dit, voilà, baissez le volume, faites attention. En revanche, et on l'a vu, et je vous invite à aller voir Mediapart et Le Monde parce que ça vaut le détour. Vous voyez bien la façon d'interagir des policiers. Il y a un vrai problème de formation. J'aimais bien la référence aux gardiens de la paix. On voit bien que ce ne sont pas... l'approche pédagogique, elle n'existe plus. On est tout de suite dans le conflit, on est dans un rapport guerrier. Et je vais vous dire, les images du dossier de Paris 12, comme par hasard, se sont retrouvées sur les sites du Monde et Mediapart. Les images ont fait le tour des quartiers, elles ont fait un peu le tour de la France. Sur le dossier du 12e, vous avez des images, des contrôles d'identité. Et des images qui n'ont pas été tournées par n'importe qui, elles ont été tournées par la brigade en question, 3 mois après qu'on ait déposé plainte contre eux. Ils sont donc informés qu'ils ont une plainte contre eux. Pour protéger les gamins, le parquet de Paris leur demande de porter des caméras piétons. Pour vous dire le problème culturel profond, je vais vous donner juste un exemple qui apparaît dans les vidéos. Il y a, à un moment donné, une policière qui porte la caméra, donc elle est enregistrée audio et vidéo, qui dit « Hé, mais c'est pas Diallo, là? C'est pas celui qui a déposé plainte contre nous? Allez, tiens, on va le contrôler. » On a déposé plainte 3 mois auparavant contre eux. Et la chose qui est absolument terrible, et vous allez voir des gamins de 12 à 16 ans, les policiers sortent, disent « contrôle d'identité », et là on est loin des images du 20h de TF1. Vous avez 5-6 gamins, pas un mot, de façon pavlovienne, se retournent contre le mur, écartent les bras, écartent les jambes et se laissent contrôler. Vous voyez ça, vous vous dites, waouh, comment va-t-on faire à l'école? Parce que là, l'école des flics, c'est l'école de la soumission. On les apprend, on les dresse. Voilà, donc je comprends tout à fait ce que vous dites. Ça a été l'une des dimensions du procès. Il n'y avait que 20 courriers. On sait, nous, que nos clients ne sont pas des délinquants qui emmerdent le monde. Mais en tout état de cause, si c'était le cas, il y a un problème d'urbanisation, de sociabilité, qu'on ne peut pas gérer dans les conditions qui ont été rappelées par Omer. Alors, ces stratégies judiciaires, est-ce qu'elles sont payantes? Est-ce qu'elles ont un impact sur les contrôles aux faciès? Question un peu dure. Le choix du judiciaire, donc c'était un choix. Comme Slim a dit, on était plusieurs qui réfléchissaient. En effet, qu'est-ce qu'on peut faire? Et nous, on a commencé ça, c'était, on était fin de 2008, 2009. Et à l'époque, la question de contrôle aux faciès, on n'en parlait pas beaucoup à la télé, etc. Donc, au début, on a cherché d'autres choses. On s'est demandé, est-ce qu'on peut engager des expérimentations avec des services de police? Moi, mon organisation, on fait ça. En Espagne, on a des expérimentations où il y a des services de police souhaitant améliorer les choses, où c'est possible de mettre en place une série de mesures. Nous, on était allés voir le ministère de l'Intérieur, le ministère de Justice. On a estimé qu'il n'y avait pas beaucoup de volonté, même aucune, que les conditions n'étaient pas vraiment en place pour que
en prenant conscience du rapport et la gravité de la situation, ils étaient prêts à entamer des expérimentations ou changer les choses. Les autres options sont la communication, le plaidoyer, la mobilisation et le droit. Nous, on avait estimé que le droit était important, c'était très dur d'avoir même le média mainstream d'en faire parler, c'était un peu un non-événement. Et surtout, nous, ce qu'on a observé, c'était que les voix des personnes concernées étaient complètement absentes de l'espace mainstream médiatique. Donc, la stratégie juridique, il y a le volet juridique. Et comme Slim dit, techniquement, c'est des dommages. Mais c'était pas ça l'enjeu. Le droit, c'est aussi très symbolique. On dit ce qui est légal, ce qui n'est pas légal. Et c'est une forme de théâtre d'une certaine manière, avec ses moments, avec ses mouvements et avec une attention médiatique. Donc les procès avaient aussi, si vous suivez la presse là-dessus, chaque moment du procès était un moment très médiatique et le procès a aussi servi à faire en sorte qu'on reconnaissait le sujet. François Hollande avait fait son engagement, c'était devenu un sujet politique. Et en grande partie grâce au droit, grâce à la procédure, et on commençait à voir les voix des concernés et leurs histoires dans le média, ce qui est très important pour amener à une prise de conscience de quelque chose. Et aussi le droit est mobilisateur. Et c'est-à-dire que le fait qu'il y avait le droit, nous on a remarqué quand on va parler aux concernés, ça dénormalise quelque part. Le fait qu'on nomme l'illégalité, ça dénormalise. Et là, l'enjeu aujourd'hui, c'est aussi un travail de sensibilisation qu'il y a en recours. Parce que les recours qui ont plus place publique, c'est les recours quand quelqu'un est tué par la police ou il y a une plainte pénale et ça ne débouche pas. Donc pour beaucoup, le droit ne marche pas du tout. Donc là, on a une situation où le droit a donné quelque chose, où il y a un recours et il y a un recours assez facile à utiliser et effectivement qui sert de pression politique. Parce que pour le coup, avec la plateforme, il y avait aussi pas mal de plaidoyer, mais sans le droit, le plaidoyer n'a pas débouché. Il y a quelque part ces tactiques multiples. Et aujourd'hui, politiquement encore, au tout début du mandat du gouvernement, il y a eu un débat à l'Assemblée parce que le groupe de Mélenchon a déposé une proposition de loi, mais il y avait presque un non-débat. Le débat était coupé court. Nous, la plateforme, on a essayé d'avoir des rendez-vous politiquement. Il n'y a aucune volonté de bouger quelque chose. Donc, quelque part, le droit est aussi l'outil qui reste. On va vous dire la vérité. La vérité, c'est que... Non, mais en plus, ça va me permettre de rendre hommage à des anciens. On a commencé le début sous les auspices d'un slogan qui a été rendu très populaire par quelqu'un que j'ai beaucoup aimé, qui s'appelait Thiénot Grimbach, qui était un avocat travailliste et qui était un spécialiste des dossiers qu'il appelait perdu-gagné. Perdu-gagné parce que c'est un dossier... comme le dossier qu'on a pris du contrôle au faciès, dont on pense qu'on va le perdre juridiquement. Mais on va le gagner politiquement. Parce qu'il y aura un rapport de force, il y aura quelque chose, un levier qui permettra de gagner politiquement. L'ironie, c'est qu'on a gagné juridiquement et qu'on n'a pas encore gagné politiquement. Ça m'amène à parler d'un deuxième ancien, que j'aime aussi beaucoup et que Quentin connaît très très bien, qui est Antoine Yoncan. Antoine Yoncan et nous autres, quand on a gagné devant la Cour de cassation, mais la vérité, c'est qu'on a perdu certains dossiers. On avait 13 dossiers, on en avait gagné 5 à la Cour d'appel, et on voulait déjà à la Cour d'appel on voulait, si vous voulez, perdre absolument des dossiers en fin de parcours judiciaire. On voulait que la Cour de cassation nous laisse quelques dossiers perdus pour nous permettre de venir chez vous à Strasbourg, à la Cour européenne des droits de l'homme. Et on a perdu des dossiers, probablement plus qu'on ne souhaitait, mais on en a perdu. Ce qui nous permet, avec beaucoup de raisons, de penser, parce que ce problème se pose pas seulement en France, des contrôles au faciès,
de se dire que la Cour de Strasbourg va accepter le dossier, on n'est pas encore recevable, mais on le souhaite fortement, et qu'à cette occasion, elle condamne la France à revoir les dispositions de l'article 78-2 du Code de procédure pénale, qui, dans sa version la plus large, c'est-à-dire les contrôles d'ordre public, dit, sous le contrôle des pénalistes, quel que soit le comportement de la personne, les policiers peuvent contrôler. Vous voyez bien, avec une telle disposition, vous pouvez contrôler tout le monde. Notre constat, après 8 ans de contentieux, c'est que les policiers ont un blanc-seing. Pour en parler avec des policiers en off, en réalité, les policiers, en tout cas à Paris ou dans les zones très urbanisées, font des contrôles et se savent couverts. C'est ensuite éventuellement que se pose la question de la justification juridique. Est-ce que c'est des réquisitions? Est-ce que c'est de l'ordre public? Est-ce que c'est... Voilà. Donc, on est très confiant. On pense qu'on va gagner à la fin, mais nécessairement, ça prend du temps. Et je voudrais, alors, pas rendre hommage, juste signaler que j'ai l'une de mes amies ici, avocate du barreau de Strasbourg, Nathalie Goldberg, et que tout le monde se mobilise, et un peu partout en France. Pas seulement les associations, également les avocats. Donc j'imagine qu'on sera amené à se revoir d'une façon ou d'une autre. Alors je propose de donner la parole à la salle pour des questions, des interventions. Oui ? Je me permets d'intervenir, même si la salle est en partie extérieure à moi-même, puisque je suis à la fois sur scène et dans la salle. Je voudrais partir d'une anecdote, mais qui je vais citer simplement dans un souci d'éclairage politique. Lorsque j'étais jeune enfant, j'avais un oncle qui était basanais. Il était né en Franche-Comté, il n'avait rien d'algérien ni de marocain. Il avait été enrôlé pendant la guerre d'Algérie comme militaire. Il a fait d'ailleurs plusieurs années en Algérie et s'est trouvé donc confronté à une guerre coloniale d'indépendance. Et il avait son domicile à Paris. Et pour lui, c'était une vie très difficile lorsqu'il prenait ses permissions parce que le soir, non seulement il était pourchassé par l'OAS, mais aussi par les policiers. Et il n'avait qu'une seule envie, c'est de retourner en Algérie, parce qu'il avait l'impression d'être plus en sécurité en Algérie qu'à Paris. À l'époque, l'OAS ne barguignait pas, hein, c'était non pas des contrôles, mais c'était de la violence physique, voire même la mort. Et il s'est trouvé une anecdote tout à fait intéressante, c'est que quelques jours avant le 17 octobre 1961, il avait une permission et il est parti au retour à son service militaire la veille du 17 octobre 1961. Le 17 octobre 1961, c'est un moment extrêmement important dans l'histoire de la France récente du XXe siècle parce que bien, ce sont des moments où la police a été lâchée. La police a été lâchée contre une population d'Algériens qui manifestaient pour l'indépendance. Et là, le dérapage s'est fait assez progressivement, c'est-à-dire que dans les jours qui précédaient, les contrôles d'identité et les contrôles au faciès se faisaient de plus en plus vifs. Et je me souviens, enfant, cet oncle racontait à quel point la vie à Paris était devenue absolument insupportable pour lui, d'autant plus qu'il vivait une contradiction entre sa qualité de conscrit, enfin de militaire, et puis sa qualité de poursuivi lorsqu'il était en permission. Alors, là où je veux en venir, c'est que ultérieurement, il y a eu la manifestation de Charonne qui a dégénéré avec de très nombreux morts, organisée par le PCF et par les syndicats pour la paix en Algérie, pas pour l'indépendance en Algérie, pour la paix en Algérie. Et ce qui est assez curieux, c'est que pendant les années qui ont suivi, les dizaines d'années qui ont suivi, ce qui a été souvent commémoré, c'est pas le 17 octobre 1961 où il y a de très nombreux Algériens qui ont été balancés dans la Seine et qui sont morts, et qui ont été extrêmement maltraités pour ceux qui en sont survivants, mais c'est
la manifestation de Charonne. Et la manifestation de Charonne a donné lieu à des morts, mais des morts français, d'une certaine façon français, c'est-à-dire blancs, hein, pour l'essentiel. Et lorsque le temps a passé, eh bien, il a fallu beaucoup d'événements et de manifestations politiques pour faire ressurgir la mémoire du 17 octobre 1961. Et ça, je pense que c'est un point politique qui me paraît particulièrement important parce qu'il est révélateur d'une chose. C'est que, quelque part, si on recherche l'origine de ces contrôles d'identité, pourquoi ce sont principalement des jeunes d'origine immigrée, particulièrement d'Afrique du Nord, c'est parce qu'il y a une tradition de violence à l'égard de cette population qui date de cette période de la guerre d'Algérie, et plus loin encore du colonialisme. Et je crois qu'il me paraît extrêmement important aujourd'hui de relever aussi cette filiation politique, qui n'est pas une filiation de petite envergure, mais qui est centrale, parce que à ce moment-là, on se rend compte qu'on peut mettre en relation la question des contrôles d'identité avec un autre sujet que l'on a traité à plusieurs reprises dans le cadre de notre festival, c'est la question du rapport de l'État aux migrants, et aux migrants en particulier clandestins. Et là, je crois que, quelque part, il y a aussi une dimension à la fois juridique, mais aussi politique, qui nous oblige à réfléchir sur la façon dont l'État français déploie sa politique à l'égard des indésirables, en tous les cas, de tous ceux qui sont extérieurs à une certaine norme. Voilà. Donc c'est une observation qui me paraît importante parce que quelque part, elle peut servir aussi d'arrimage à une réflexion sur comment faire évoluer les choses. Hein. Voilà, je vous prie de m'excuser parce que quelque part, normalement, je devrais me tenir en retrait et servir de passeur de parole, mais là, il me semblait particulièrement important d'appuyer vos propos par cet adossement un peu historique et politique. Alors, juste un point sur cet aspect des choses. Non, excusez-moi. Oui, oui. Sur cet aspect des choses, c'est extrêmement compliqué parce qu'en fait, c'est un goulet d'étranglement. Parce que dès qu'on évoque cette question-là, puisque nos premières démarches, c'était quand même d'aller faire du plaidoyer, de demander des rendez-vous à nos députés, nos sénateurs, nos élus, et d'aller les rencontrer pour leur dire, il y a cette problématique-là, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, comment on peut coopérer, comment on peut faire changer les choses. Et ils n'ont jamais perçu cet aspect transformation de cette société. Et c'était systématiquement, oui, non, mais si vous avez rien à vous reprocher, contrôle d'identité, ça dure quelques minutes, en quoi ça pose problème? Juste avant que les gens partent, parce que je vois quelques personnes commencent à partir, c'est juste pour vous informer que sur la table, vous pouvez trouver des petites fiches à droite, là-bas. Je suis contrôlée, je suis témoin. Sur les petites fiches, vous avez les éléments que c'est possible de noter, soit témoin, soit contrôlé, et un petit numéro de téléphone qui va à l'association d'Omer, où il y a toujours quelqu'un qui peut prendre le téléphone, et si c'est local, qui va faire aussi contacter une personne locale par rapport à ça. Donc, si vous témoignez ou vous connaissez des personnes qui subissent ce problème, l'idée, c'est de monter beaucoup de dossiers parce qu'il y a un recours maintenant et il faut une pression. Donc, n'hésitez pas à prendre les petites fiches. Alors, on va prendre 3-4 questions. Bonsoir. J'avais une première question qui concerne justement les fonctionnaires de police. Est-ce que vous essayez de leur parler, de savoir qu'est-ce qu'ils en pensent, qu'est-ce qu'ils font, d'où vient le problème? Est-ce que c'est la formation des policiers? Parce que justement, je pense pas que ce soit naturel chez un être humain d'aller justement contrôler certains types de populations plutôt que d'autres. Merci. Alors, une autre question, s'il vous plaît. Devant, je crois. Ici. Monsieur, non? Ah bon, d'accord. Bonjour et merci pour votre intervention. Moi j'avais une question. Je trouve que les médias relaient beaucoup des stéréotypes actuellement. Quand on regarde par exemple le reportage sur TF1, on voit
constamment en fait les jeunes des cités ou ceux qui sont typés être contrôlés, alors que moi je viens du territoire de Belfort et clairement c'est pas les gens comme ça, c'est les petits blancs. Et je voulais vous parler aussi des policiers, mais il y a beaucoup de douaniers aussi, je trouve, qui ont beaucoup d'amalgames. Par exemple, mon papa, il est blanc, voilà, sauf que quand il était jeune, il avait les cheveux longs, de la barbe, et un jour, comme ça, gratuitement, il y a un douanier qui est venu et qui lui a dit venez, on va vous fouiller, et puis toucher rectal et tout le tralala. Comme ça, gratuitement aussi. Donc, voilà. Alors, encore une question. Merci pour votre intervention. On a compris qu'il y avait des indésirables. En final, les uns étaient indésirables pour les autres et peut-être inversement. Peut-être qu'avec votre casquette d'élus locaux, est-ce que le fait de monter des dossiers, d'avoir des statistiques, ça vous sert, par exemple, pour remonter ça en collectivité, dans les services d'urbanisme, ou pour pouvoir adapter ou essayer de proposer des choses dans ces services d'urbanisme ou autres, pour proposer des solutions aux gens qui se plaignent, comme aux jeunes, comme aux services de police? Merci. Alors, on va... Juste je crois qu'il y avait encore une intervention de monsieur. Oui, je crois qu'on aurait pu faire un deuxième tour après. Oui. Alors, c'est toi qui décides. Non, vas-y, allez. Oui. Alors moi j'aimerais juste déjà ajouter un petit truc à ce que M. Ruban a dit, c'est que par rapport à la gestion postcoloniale qu'il a pu aborder, en fait, il ne faut pas oublier que la BAC, qui est l'un des premiers contrôleurs d'identité, a été créée par des hauts fonctionnaires coloniaux, et du coup il y a un certain héritage. Et derrière, en fait, du coup, moi j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez de tout ça et quelles sont pour vous les solutions, parce que il y a des brigades de police actuellement qui servent quasiment qu'au contrôle d'identité, dont la BAC et la BST. Et du coup, comment vous positionnez par rapport à ces brigades-là et comment vous voyez ça? Merci. Alors, qui veut commencer? Lana? D'accord. Moi, je vais commencer avec la question de d'où vient le problème, ce qui est évidemment un problème compliqué. Donc, je vais répondre en partie. Je pense qu'il y a différentes sources du problème. Une, évidemment, c'est culturel et historique, c'est tout le racisme, pur et simplement, le racisme de la société, son intégration dans la culture institutionnelle, de par aussi l'histoire coloniale, etc. Je pense qu'il y a aussi plus banalement, pour prendre l'institution et la police en tant que telle, il y a les facteurs qui alimentent. Et un, c'est clairement le politique du chiffre, le fait que dans la police, les policiers doivent, c'est des évaluations quantitatives et quantitatives d'activité. Donc, clairement, quand on contrôle quelqu'un et en plus on trouve un petit bout de shit ou on trouve un étranger en situation irrégulière, il y a 2 bâtons. Et si on peut en plus les amener en garde à vue, c'est une autre bâton. On a un système qui motive ces contrôles aussi quand on valorise donc les nombres au lieu de la qualité. Donc le problème dans tous les pays au monde où les villes où on ce système d'évaluation quantitative et les chiffres, c'est certainement un générateur de contrôle. Quand on inclut plus d'évaluation qualitative, ça aide aussi quand on valorise le rapport avec la population. Après, il y a un type de police. Quand il y a un type de police où c'est plus la notion de service, en contact avec la communauté, clairement, il y a différentes manières d'avoir des renseignements et d'être en contact avec la population que simplement le contrôle et la répression. Donc, il y a ces questions de style de police aussi. Après, il y a le niveau individu. Il peut y avoir des policiers plus racistes, moins racistes, mais c'est pas simplement, ça serait réducteur de dire que c'est simplement un problème individuel de racisme. On est sur une discrimination institutionnelle. C'est là où je pense que c'était le dossier, l'audience qui a eu lieu lundi, où c'était le ministère de l'Intérieur, où le policier qui a essayé de se justifier en disant que, ah oui, mais un des policiers était antillais, donc il peut pas faire des contrôles en faciès. C'est là l'erreur de penser que
c'est une question individuelle et donc, etc. Ce n'est pas ça. C'est une question de discrimination qui peut être faite par tout le monde. Et cette discrimination, il y a une sorte de discrimination institutionnelle où nous, ça c'est quelque chose parce que nous souvent on fait la recherche dans différents pays et souvent les policiers, ce que nous on dit minorité visible dans les polices, souvent ils ont plus de pression à l'intérieur de l'institution, ils doivent se prouver, donc ils subissent eux aussi une discrimination institutionnelle qui peut être forte. Donc les mesures, ça arrive à la question de qu'est-ce qu'on fait. La formation qui travaille sur juste l'individu et surtout au début ne règle pas du tout le problème. C'est bien, c'est important, mais ça va pas loin. Ni le recrutement à la diversité. On est vraiment sur des réponses qui doivent changer les facteurs motivateurs structurels. Donc, il faut un changement de loi. Concrètement, l'article 78.2 doit être modifié pour qu'il faut toujours des motifs objectifs et individualisés pour contrôler. Idéalement, d'éliminer les alinéas 2, 3 et 4 qui permettent les contrôles en dehors de la recherche d'infraction. Ça serait idéal, mais je pense que ça c'est irréaliste. Donc, au moins de mettre motif objectif individualisé, une traçabilité. Et là où on voit dans les pays où on arrive à réduire, c'est aussi, avec toutes ces mesures, aussi un dialogue avec la population, donc vraiment un dialogue renoué et carrément un changement de modèle de police où on est vraiment sur une notion de service, de proximité, et d'éliminer ces évaluations purement quantitatives. Ce sont des facteurs importants en tout cas. Et après, c'est une longue question comme toute discrimination institutionnelle. Alors, vous voulez compléter ? Oui, pour répondre à votre question, on n'est pas anti-flic, parce que vous avez ces arguments qui nous renvoient systématiquement, parce qu'on dénonce le comportement de certains policiers, on s'imagine tout de suite qu'on est des anti-flics. Donc non, moi je suis membre d'un collectif qui s'appelle Citoyens et Policiers. Ce sont des citoyens et des policiers qui prennent du temps pour échanger, discuter, pour voir comment on peut changer les choses de l'intérieur même de cette administration. Et c'est le travail qu'on fait aussi, et en écho à ce que disait Lana, nous on est en train de dire, c'est pas parce qu'on est noir, arabe et jeune homme vivant dans un quartier populaire qu'on est forcément un délinquant en puissance. Comme nous partons du même principe, c'est pas parce qu'on a un uniforme qu'on est forcément un raciste ou un facho en puissance non plus. Donc l'idée vraiment de ce dialogue est essentielle, d'autant plus que, comme le disait aussi Lana, on est en face aussi d'une discrimination, on peut appeler discrimination systémique. À partir du moment où le législateur prend un certain nombre de lois, et qu'on a des fonctionnaires en face qui sont là pour les mettre en musique, ça réduit des comportements qui font que effectivement on a ce type de problématiques qui deviennent assez complexes. Et effectivement, face à des problématiques complexes, c'est des lots de solutions qu'on doit trouver, tout en essayant de filer ça pour qu'il y ait quelque chose de cohérent et d'harmonieux qui en sorte. Pour répondre à l'autre question sur l'urbanisme, il y a, en tout cas pour nous à Paris, on a un vrai problème en termes d'urbanisme, parce que on a vu se multiplier les caméras sur l'espace public. Les réponses des bailleurs sociaux, par exemple, c'est on met des grilles partout, on enlève les bancs, ce qui pénalise nos seniors, parce que nos seniors qui ont envie d'être autonomes, indépendants, qui ont envie d'aller faire leurs courses tranquillement, ils n'ont plus d'espace pour se poser. Il n'y a plus de bancs dans l'espace public. Ils sont obligés de faire des tours pas possibles, plus les petites allées, ce qui rend les choses quand même assez difficiles. Et on essaye, là, on a entamé, en tout cas sur le 12e arrondissement, puisque suite à cette affaire, il y a un collectif de citoyens qui s'est mis en place, et on a appris qu'on langue avec la mairie qui nous a fait une fin de non-recevoir, bien évidemment, mais on a déjà organisé plusieurs marches exploratoires dans le quartier. L'idée, c'est de comprendre le revêtement qu'il y a, puisque on a une partie du quartier qui est une dalle, donc qui a été construite dans les années 60 avec un revêtement qui est très sonore. Donc on voudrait pouvoir modifier cette partie-là, trouver des endroits aussi dans le quartier où les jeunes peuvent se poser sans déranger l'habitant qui se lève à 6 heures du matin et qui en plein été ne peut pas s'offrir le luxe d'avoir ses fenêtres fermées puisqu'il n'a pas la clim. Donc trouver des endroits dans le quartier où les jeunes peuvent se poster mais qui ne sont pas non plus des proies faciles pour certains policiers, et en particulier la BST dont vous citez, puisque la BST, on le sait, c'est une brigade qui a été créée pour ça. Cette brigade n'a pas d'autre objectif que d'évincer les Noirs et les Arabes dans l'espace public, pour parler clairement.
C'est-à-dire ils ont comme objectif, on ne veut pas voir les jeunes dans l'espace public. Pour des questions de gentrification, d'autant plus, bon, je ne vais pas vous faire un petit... Mais à Paris, on a les loyers qui augmentent, on a le coût qui augmente, et donc c'est aussi une démarche pour pouvoir pousser toute une population populaire en dehors du centre de Paris également. Merci. Est-ce qu'on a répondu à toutes les questions? Non. Juste répondre, parce que c'est une question stratégique très importante, les policiers. Alors moi, à titre personnel, je ne souhaite pas avoir de relations officielles, parce que je souhaite être totalement indépendant. Mais sachez qu'avec les procédures, par exemple, quand vous déposez plainte contre X concernant une brigade du 12e arrondissement, ça concerne une dizaine de personnes, mais il y a 300 policiers. Les policiers qui n'ont rien à se reprocher, ils ne sont pas très heureux. Et pour eux, c'est produit la nécessité, d'une façon ou d'une autre, de vouloir témoigner. Le problème, c'est que celui qui parle, je vais vous le dire, sans vous donner de nom, confidentiellement, on a rencontré des policiers. Et on a réfléchi ensemble sur la façon de sortir les choses. Le problème, pour les policiers, c'est que le jour où ils sortent quelque chose, c'est fini de travailler dans la police. Donc il faut qu'au moment où ils disent les choses, parce qu'il y a un esprit de corps, une culture tellement forte, et il n'y a pas d'espace de sas. On a pensé aux défenseurs des droits, un sas qui permettrait de modifier les choses. Et on pourrait penser, par exemple, que le syndicalisme permettrait. Mais le syndicalisme fonctionne sur les mêmes critères. Donc, vous avez raison, c'est vraiment quelque chose de très important. Moi, j'aurais souhaité vous enregistrer, Quentin, parce que c'était vraiment bien dit. Mais alors, je me suis trouvé très en décalage parce que il faut être entre amis, pour moi, ou dans un débat politique pour en parler. Devant un juge, c'est absolument pas correct d'aborder de façon aussi structurée ce que vous venez de faire. Je m'explique. Quand j'aborde cette partie-là, j'ai une phrase classique qui est tout ce dont on parle n'est pas sans lien avec l'héritage colonial. Parce que je m'expose à deux problèmes. Un problème culturel et un problème d'efficacité judiciaire. Problème culturel, déjà dire discrimination raciale, c'est limite déjà américain. C'est-à-dire que parler de race, je vous renvoie au débat récent sur il faut retirer le mot race. Bien évidemment, aucun, pas moi, mais aucun, quand je parle de discrimination raciale, il ne s'agit pas de légitimer l'existence des races. C'est juste la référence à des constructions sociales liées, qui s'expriment via le racisme. Je vous dis ça parce que je trouve que juridiquement et judiciairement, l'avocat français, le juriste français, les magistrats français sont beaucoup plus à l'aise avec le concept d'égalité que de discrimination raciale qui renvoie à des minorités, dont je vous rappelle que les minorités n'ont pas d'existence en France, légale. Et donc ça, c'est un vrai problème. Le terme discrimination est beaucoup moins agréable, comme je viens de dire, qu'égalité, le mot race. Et puis, j'entends les études qui ont été faites en France ou ailleurs. Il y a une étude qui a été commandée par le ministère de la Justice et qui interrogeait les magistrats français sur la discrimination, le terme discrimination. Et il en est ressorti quelque chose d'assez psychosociologique qui est qu'ils ont du mal. Il y a une forme de blocage quand on parle de discrimination, et encore plus quand on parle de discrimination raciale. Et ça, je crois que ça renvoie à l'illusion que, pardonnez d'être aussi grave, mais je crois que le corpus juridique qui s'est constitué après la Shoah nous permet, pense-t-on, professionnels du droit, que ça, c'est notre réalité. Et c'est beaucoup trop violent, dans le cadre d'un procès, d'aborder des choses aussi graves parce que c'est dramatique, c'est pas acceptable, ça fait pas du bien. Et donc, moi, je suis toujours avec cette dynamique, cette espèce d'inhibition de dire les choses. Et je suis politiquement correct devant les juges parce que mon objectif, c'est de gagner, et de ne pas indisposer un juge qui partage peut-être pas
votre analyse de l'histoire et des rapports de domination que moi je partage complètement. Lana, alors, vous voyez, il y a beaucoup de jeunes gens. S'ils veulent s'investir dans ce combat, comment peuvent-ils faire? Donc, je vais aussi laisser la parole aux mères là-dessus, mais très concrètement, comme j'ai dit, une manière, c'est il y a un numéro. Donc, c'est en gros, si vous êtes témoin d'un contrôle, on peut toujours arrêter, rester là, approcher la personne après, donner son numéro de téléphone, voire même prendre le numéro de l'autre et appeler le numéro. Comme ça, vous êtes témoin. Donc ça, c'est quelque chose de très concret. Sinon, pour sensibiliser les outils que vous avez vus ici, l'égalité trahie, l'exposition, etc., c'est disponible en format kit débat. Donc si la plateforme met à disposition. Donc, si vous souhaitez organiser des débats, il y a des outils disponibles. Et je pense que la plateforme a diverses ressources. Si vous regardez le site et souhaitez organiser, nous, on peut aussi vous mettre en contact avec d'autres personnes qui souhaitent mobiliser. Donc, ça, c'est des choses très concrètes et immédiates. Omer? Oui, donc... en complément de ce que Lana a dit, nous, notre intérêt aussi, c'est de démontrer l'ampleur nationale de la problématique. Donc, on est très preneurs de ne pas rester, puisque d'autant plus nous ne sommes pas des centrés parisiens, on aimerait effectivement pouvoir entrer en lien, en contact avec des gens dans votre région, dans votre ville, qui ont envie de réfléchir, qui ont envie de travailler là-dessus. On peut prendre du temps et essayer de voir comment on peut développer et on peut montrer aussi que c'est pas une problématique qui est liée simplement à Paris et sa banlieue, mais que ça va bien au-delà et qu'on est en face d'une politique qui est plutôt nationale. Et donc, sans quoi, nous, on est extrêmement partant pour échanger avec vous, d'autant plus qu'on note des difficultés particulières, c'est que nos jeunes victimes ont tellement intégré la chose comme une normalité que on a besoin de s'inscrire dans le temps pour pouvoir prendre le temps de faire justement ce travail d'information, de sensibilisation et de conscientisation avec eux, et aussi les mettre en mouvement sur ces questions-là, puisque c'est aussi une façon pour eux d'être résilients. Merci infiniment, merci à toutes et à tous, et puis surtout merci à nos intervenants.